Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau. Et dirigée par Alain Brun. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Radouclite, le travail institutionnel en milieu psychiatrique et de l'enfance inadaptée, 2015. Jean-Michel Pécard, Essai de psychologie analytique, 2015. Sébastien Ponnou, Lacan et l'éducation. Manifeste pour une clinique lacanienne de l'éducation, 2014. Sophia Ducceschijudes, Portrait de folies ordinaires. Petit guide de psychopathologie pour tous, 2014. Anna Curir, Les processus psychologiques de la découverte scientifique, l'harmonieuse complexité du monde, 2014. Jean-Pierre Legros, Stracium, Une théorie de la personne, 2014. Aurélie Capobianco, Dire, peut-on parler au téléphone ? Stratégie clinique pour entendre au bout du fil, 2014. Christelle Demey, Stimuler le cerveau de l'enfant, 2013. Audrey Gaillard et Isabelle Urdapilleta, Représentation mentale et catégorisation, 2013. Jean-Luc Allier, La fragilité en pratique clinique, 2013. Stéphane Vedel, Nos désirs font désordre, lire l'anti-Oedipe, 2013. Slimane Boufferda, Le symptôme en tous sens, 2012. René Souleyrol, La spiritualité de l'enfant. Entre l'illusion, le magique et le religieux, nouvelle édition, 2012. Bernard Gangloff et Daniel Pasquier, Décrire et évaluer la personnalité, mythe et réalité, 2011. Madi Fernagu, Yolande Govindama et Christiane Rosenblat, Itinéraire des victimes d'agressions sexuelles, 2011. Louis Tass, Les oripeaux des ados, 2011. Remerciements. Je remercie Madame Anne Flotte pour son précieux éclairage à propos de la psychodynamique du travail, ses conseils avisés ainsi que le partage de son point de vue à propos des RPS. Je remercie aussi messieurs Didier Gauchy et Gabriel Méchéry pour leur accompagnement dans la connaissance de soi et la conquête de la liberté. Je remercie enfin Madame Sylvie Cana, maître de conférence à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, pour sa reconnaissance à l'égard de mon travail, ainsi que Madame Dominique Caubareil, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, pour son initiation à l'ergonomie, une véritable révélation. À Takako, Kanae et Naoki. En effet, face aux drames impossibles à terre, parler de PRPS rassure. Raccrocher la prévention des risques psychosociaux au modèle de la prévention des risques physiques, chimiques ou biologiques, ouvre des perspectives sans mystère. S'il existe des facteurs de risque à évaluer, des actions correctives et préventives à mettre en œuvre pour préserver la santé des travailleurs, la responsabilité des employeurs et des professionnels de la prévention peut être dégagée. Mais est-ce que cela s'appuie sur des références scientifiques solides ? La majorité des spécialistes du travail sont particulièrement critiques vis-à-vis de ce soi-disant concept de PRPS. Certes, il existe des troubles psychosociaux liés au travail, encore qu'on aurait du mal à citer une pathologie humaine et singulièrement une pathologie liée au travail qui ne concerne pas le psychique et le social, mais la question est de savoir s'il existe des risques et surtout des facteurs de risque susceptibles d'être éliminés comme on assainit une ambiance toxique. En utilisant ce modèle, on détourne chacun de se confronter à l'énigme de la mobilisation intrinsèque à l'activité de travail. Cet engagement pour transformer le monde qui est à la fois une opportunité de vitalité et de décompensation. À la demande initiale d'un diagnostic objectif afin qu'il puisse être partagé, la réponse généralement entendue est une mesure chiffrée du mal-être, par un questionnaire ou par entretien, construit selon des modèles scientifiquement validés. Sauf que ces fameux facteurs de risque sont aussi des caractéristiques incontournables de l'activité humaine, celles qui font qu'il ne s'agit pas d'un travail de machine. L'enjeu n'est pas tant de savoir si elles sont mathématiquement plus fortes ici ou là, mais de comprendre ce qui fait que dans ce contexte-là, les travailleurs ne parviennent pas à les transformer, les contourner, les subvertir. Mais la programmation des humains fonctionne mal et avec des effets éphémères autant qu'imprévus.
Avant-propos. Le présent ouvrage est l'adaptation d'un travail de recherche universitaire, et aussi le fruit d'un itinéraire personnel qui m'a donné l'opportunité d'éprouver la centralité du travail dans le cours de mon existence, ainsi que les joies et les peines que procure une telle expérience. Cet itinéraire m'a aussi permis de rencontrer beaucoup de personnes, alors que certaines, exerçant notamment dans le domaine du conseil en organisation, m'ont parfois donné l'impression qu'elles ne s'intéressaient ni à l'homme ni au travail mais uniquement à la ressource humaine. D'autres m'ont en revanche donné le goût de comprendre ce que l'engagement irréductible et partagé de chacun dans le travail pouvait signifier. Cet itinéraire m'a enfin conduit, non sans péripéties, à faire de l'analyse du travail un métier que j'exerce aujourd'hui, au service de celles et ceux qui me sollicitent. Être le porte-parole des travailleurs en contribuant, modestement, à expliciter la qualité de leur engagement et parfois, leur souffrance à travailler dans des conditions toujours plus endurcies par la folie gestionnaire ou l'impératif productiviste, est pour moi bien plus qu'un honneur, c'est un devoir que je m'efforce de réaliser au mieux chaque jour. Qu'il soit ainsi rendu hommage à celles et ceux qui font le boulot, au quotidien. Grégory Garel. Introduction. Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer à faire les mêmes gestes d'une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en n'aspirant plus qu'à la perfection placide de la machine. Tentation de la mort. Mais la vie se rebiffe et résiste. L'organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. Quelque chose dans le corps et dans la tête, s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, tout ce par quoi dans ce dérisoire carré de résistance contre l'éternité vide qu'est le poste de travail, il y a encore des événements même minuscules, il y a encore un temps même monstrueusement étiré. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, cette main qui s'y reprend à deux fois, cette grimace, ce décrochage, c'est la vie qui s'accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement « Je ne suis pas une machine ». Travail, plaisir et souffrance. Travailler est une expérience singulière. C'est produire, créer et transformer le réel. C'est marquer le monde de son identité en y ajoutant quelque chose de soi. C'est exprimer sa subjectivité pour faire face aux imprévus et contourner les obstacles. C'est une expérience de l'ingéniosité et du corps pour atteindre les buts fixés. Cela peut être une activité libératoire de l'énergie créatrice de l'homme, comme cela peut être une activité aliénante. De fait, travailler implique de nombreux états et un engagement total du sujet dans son action. Expérience unique et propre à chacun, elle est pénible et se construit autour d'un couple inséparable, plaisir et souffrance. En effet, la mobilisation du sujet au travail s'organise autour d'un double horizon. Atteindre l'objectif fixé et en retirer du plaisir à l'avoir atteint dans les règles de l'art et en ayant fait un bel ouvrage. Or, le chemin qui y mène est semé d'embûches qui peuvent aussi faire connaître l'expérience de la souffrance. Étape inévitable de tout sujet travaillant, la souffrance n'a pour autant pas de destin uni. Si elle fait partie du travail, elle est avant tout la promesse d'une expérience plus forte menant au plaisir et le symptôme de la confrontation au réel, offrant par la même occasion au sujet la possibilité d'éprouver son intelligence pour la déjouer. Travailler, c'est aussi retirer un plaisir encore plus grand en jouissant d'une reconnaissance par autrui de l'œuvre accomplie. C'est alors parce que la souffrance au travail est considérée comme justement rétribuée par le sujet, sous la forme d'une reconnaissance et d'un plaisir qui en donne sens que celui-ci est motivé à s'y engager totalement. Or il arrive que les conditions du plaisir et de la reconnaissance ne soient pas réunies. Pour tenir, le sujet invente alors des dispositifs psychiques qui lui permettent de continuer le travail en dépit des défaillances de l'organisation. Parfois, malheureusement, les dispositifs en question ne suffisent plus ou ne sont plus mobilisables. C'est le moment de la décompensation, qui peut prendre des formes multiples sous l'angle de la psychopathologie. L'institutionnalisation de la prévention des risques psychosociaux. La souffrance au travail peut donc connaître des destins divers. C'est un thème qui est par ailleurs aujourd'hui fortement médiatisé. L'institution s'est progressivement saisie d'un problème de santé publique qui fait aujourd'hui l'objet de nombreux travaux issus des sciences sociales. Cette implication forte, au cours des 10 dernières années,
a conduit à formaliser ce qui est aujourd'hui désigné sous l'expression de prévention des risques psychosociaux, autrement dit un ensemble de méthodes visant à prévenir et prendre en charge les phénomènes de souffrance au travail. Or, force est de constater que la prévention des risques psychosociaux a été conçue selon une idéologie assurantielle qui repose sur une interprétation standardisée des situations de travail et le désir de produire un ensemble de normes visant à évaluer les risques, à en mesurer la propension et à formuler les dispositifs quantifiés permettant d'éviter ou d'éliminer la souffrance, en faisant peu de considération des situations réelles de travail, du vécu psychique subjectif et des capacités d'élaboration du sujet. Dans une perspective étroitement hygiéniste, il est aujourd'hui question, au sein des organisations, de bien-être au travail ou de qualité de vie au travail, sans tenir compte que les facteurs de risque questionnent d'abord les ressources à agir du sujet. À ce titre, la prévention des risques psychosociaux se construit comme un véritable arsenal inspiré d'un positivisme qui se contente de disséquer un travail considéré comme malade et de proposer des dispositifs d'adaptation du sujet à son milieu. Elle a le désir indicible de construire une figure nouvelle, celle d'un homme total devenu omnipotent et désormais voué corps et âme au principe de rendement, fantasmant ainsi un rejet définitif de ce qui fait mal et reléguant l'incertitude, l'expérience alternative du réel et l'exercice d'un pouvoir d'agir normatif aux oubliettes du système de production. Finalement, nul ne s'intéresse à ce que travailler veut dire, à quel mode expérientiel cela renvoie. L'émergence de la psychodynamique du travail. Dans ce contexte, une discipline contemporaine, la psychodynamique du travail, entend s'intéresser au lien entre le sujet et le travail en élaborant un cadre interprétatif s'inspirant des grands concepts de l'épistémologie psychanalytique. Véritable science herméneutique, elle postule que pour comprendre la souffrance au travail, il faut d'abord saisir le sens des difficultés vécues par celles et ceux qui le font, sans chercher à avoir une approche objective, car chaque lien au travail demeure unique. La psychodynamique du travail choisit ainsi de ne pas se situer du côté d'une recherche des facteurs de risque mais plutôt de s'intéresser aux moyens que le sujet au travail mobilise pour maintenir son équilibre psychique et réaliser l'activité, en dépit des contraintes subies. Elle postule ainsi que le sujet cherche d'abord à s'accomplir au travail, dès lors que ce dernier lui octroie autonomie et possibilité de créer une œuvre. Elle choisit rien de moins, de faire du travail un moyen de lutte contre l'angoisse de la mort au service de la vie, tout en assurant aux pulsions une issue compatible avec l'organisation sociale. Du point de vue psychodynamique, travailler c'est rejouer sur une scène nouvelle des enjeux identitaires fondamentaux mobilisant la subjectivité, en vue de s'affranchir des déterminants de son histoire singulière et de s'émanciper. Dans ce contexte, l'interprétation psychodynamique positionne l'organisation du travail comme une condition d'épanouissement en tant qu'elle offre les conditions d'une poursuite de structuration de l'identité par le développement des habiletés. En conséquence, la psychodynamique du travail postule que l'identité du sujet est aussi une construction sociale qui s'acquiert par le regard qu'autrui porte sur son œuvre, fondant par la même occasion le caractère déterminant du collectif de travail. Tout ceci peut mener à un plaisir qui repose toutefois sur un jeu d'équilibre fragile et précaire. En effet, l'organisation du travail peut heurter la vie mentale et les désirs d'émancipation du sujet. Si la souffrance incline aussi à produire le travail, l'action sur le réel que celui-ci implique relève du choix du sujet qui mise sur une conversion de la souffrance en plaisir par la reconnaissance de ses qualités intrinsèques et de l'accomplissement de l'œuvre pour laquelle il mobilise ses efforts. Ce que travailler veut dire. Si, du point de vue psychodynamique, le travail, c'est l'activité déployée par les hommes et les femmes pour faire face à ce qui n'est pas déjà donné par l'organisation prescrite du travail. Alors il s'agit donc de s'interroger autour de la définition même de l'expérience du travail, de sa signification par rapport à la construction du sujet et de l'investissement psychique que ce dernier peut y faire. Quel lien peut-il y avoir entre le travail et l'élaboration par le sujet de sa propre subjectivité? Comment pouvons-nous affirmer que travailler, c'est avant tout une expérience affective prenant appui sur un noyau pulsionnel et un acte sublimatoire permettant de déjouer l'angoisse de la souffrance au monde? Par suite, selon quelles ressources psychiques le sujet travaillant peut-il élaborer ses propres stratégies pour ne pas souffrir?
Il convient aussi de remettre la discipline psychanalytique au cœur de l'interprétation de la souffrance psychosociale au sein des organisations. Selon quel présupposé définitionnel de la santé est-il possible de développer un discours nouveau à propos de l'épreuve du travail? Quelle idéologie promeut, à contrario, les discours dominants sur la prévention des risques psychosociaux? Enfin, comment la psychanalyse peut-elle être replacée au centre d'un nouveau paradigme interprétatif sur le lien du sujet au travail? Le développement que nous proposons se construit en 2 temps, prenant par la même occasion à rebours le discours institutionnel sur les risques psychosociaux, expression dont nous n'épouserons que rarement les contours. Nous proposons dans un premier temps, de nous pencher sur la question du travail en tant que construction subjective et épreuve affective du réel. Pour mener à bien notre réflexion, nous choisissons d'analyser la relation entre travail, subjectivité, plaisir et souffrance en convoquant des notions fondamentales de l'épistémologie psychanalytique, à savoir les concepts de pulsion, sublimation et défense. Ceci doit nous permettre de mieux comprendre les enjeux, à travers le modèle proposé notamment par la psychodynamique du travail, lié à la mobilisation subjective et à l'engagement psychique du sujet dans son activité et à l'intelligence qu'il mobilise pour gérer les souffrances qui peuvent être liées, aussi bien dans une dimension individuelle que collective. Ce dernier point nous conduit par ailleurs à envisager le caractère pathogène de certaines organisations du travail, et à faire ainsi une distinction entre une souffrance comme composante naturelle du travail en tant que confrontation au réel, et une autre liée quant à elle aux dysfonctionnements organisationnels. Dans un second temps, nous souhaitons introduire une discussion autour du modèle institutionnel proposé en prévention des risques psychosociaux. À partir d'une définition de ce qu'être en bonne santé veut dire, notre objet est de faire une analyse des singularités idéologiques proposées par l'usage des modèles épistémologiques les plus couramment convoqués en prévention des risques psychosociaux, et de proposer une autre voie, s'inspirant de la pratique psychanalytique, afin de remettre au centre du débat la primauté de la parole et de l'élaboration collective pour traiter la souffrance psychosociale. 1. Le travail, une épreuve de subjectivation, pulsion, sublimation, défense. Comment interpréter le travail? Travailler implique de penser, d'imaginer, d'élaborer et de se confronter au réel. C'est une activité qui mobilise l'ensemble du sujet dans sa capacité à agir sur le monde, pour tenter d'atteindre un objectif déterminé, à savoir la bonne réalisation d'un objet particulier. Travailler, c'est commencer par agir sur le monde, réfléchir aux modes opératoires qui vont permettre la bonne réalisation de ce pourquoi le sujet a été mandaté. En ce sens, le travail n'est pas l'emploi, cette dernière notion renvoyant de manière directe à une dimension socio-économique qui peut difficilement, de prime abord, intéresser la psychanalyse. Comment la psychanalyse peut-elle s'emparer du travail? Le lien semble en effet ténu. Si la psychanalyse évoque le travail, c'est avant tout dans le cadre de la pratique thérapeutique. Nous parlons alors du travail de deuil ou du travail du rêve. En psychanalyse, le travail désigne donc avant tout un exercice intrapsychique et intime révélé par la technique analytique afin de mettre à jour la dynamique de la vie psychique du sujet, afin qu'il apprenne à se connaître. En revanche, peu de textes historiques du courant psychanalytique ont développé une pensée à propos du travail en tant qu'activité du sujet, production insérée dans un contexte économique et marchand. Freud a bien évoqué l'activité artistique ou de recherche scientifique, mais il s'est limité à des activités bien nobles et finalement assez déconnectées des productions du travailleur moderne. Toutefois, il semble que la discipline psychanalytique ait son mot à dire sur le travail, à condition de considérer qu'il s'agit d'un acte qui engage la totalité du sujet et qui participe à la construction de son identité. Car c'est de cela dont il peut s'agir. À partir du moment où nous considérons une relation étroite entre le travail et le développement du sujet sur le plan psychique, alors la psychanalyse peut se mêler du travail. Si nous considérons que le travail repose aussi sur l'intensité de la vie pulsionnelle, qu'il met en jeu le corps érotique, si nous postulons qu'il est autant source de plaisir en sublimant nos pulsions qu'il peut être source de souffrance et impliquer la construction de défenses psychiques pour s'en prémunir, alors nous pouvons aisément postuler que l'épistémologie psychanalytique a tout à voir avec le travail. Plus encore,
Elle peut nous fournir des éléments primordiaux pour comprendre les enjeux psychiques du travail dans la construction de l'identité et l'épanouissement de l'individu. Ainsi, il convient de poser certains jalons pour comprendre ce qu'implique le travail dans la construction psychique du sujet. Qu'est-ce du point de vue psychanalytique que travailler ? En quoi la pulsion peut-elle s'avérer être le moteur principal du travail ? Comment expliquer, à partir de l'engagement total qu'il implique, soma et psyché, que le travail puisse participer d'une manière aussi entière au développement de la personne ? Enfin, si travailler, c'est éprouver du plaisir à agir dans et sur le monde, comment cela peut-il aussi être vecteur de souffrance et induire l'élaboration de dispositifs psychiques qui permettent au sujet de s'en protéger ? Nous proposons donc, tout au long du premier moment de notre développement, d'analyser le travail sous l'éclairage de certains grands concepts fondamentaux de la psychanalyse, afin de mieux en cerner les enjeux et de proposer certains axes de réflexion pour mieux comprendre la centralité du travail chez chacun. C'est ainsi à partir d'une telle interprétation que nous pouvons ensuite nous intéresser à la problématique particulière de la souffrance psychosociale et des possibilités pour la psychanalyse de s'emparer du sujet. 1.1. Le travail, une manifestation de la vie pulsionnelle. 1.1. Les enjeux d'une interprétation psychodynamique du travail. 1.1. Que qualifie le terme de psychodynamique ? Proposer une interprétation psychodynamique de la relation du sujet au travail, c'est opérer un parti pris idéologique important en décidant, au fond, d'introduire la psychanalyse dans un champ qu'elle n'a pas spontanément investi au cours de son histoire. Cela revient en effet à formuler la proposition selon laquelle le rapport que construit et que tisse le sujet à son activité de travail fait analogie au conflit intrapsychique et au roman personnel qu'il élabore dès le début de son existence. Ainsi, le paradigme psychanalytique apposé à l'analyse du travailler, tel que la désigne la psychodynamique du travail, apporte un point de vue radicalement novateur au regard des autres disciplines qui se sont emparées de la question du travail, en cela qu'elle propose une compréhension de ce qui se passe entre un individu et son travail en tant que construction et développement mutuel. Une interprétation psychodynamique, c'est-à-dire faisant appel à certains concepts centraux du corpus psychanalytique tels que ceux de pulsion, de défense inconsciente ou de sublimation, constitue donc une possibilité de compréhension des affects et des aléas qui peuvent être rencontrés au cours de l'activité de travail. Le terme de psychodynamique peut être défini comme l'observation et la compréhension de la spécificité de tout être humain, voire de tout être vivant, d'être en conflit avec le monde, avec les autres, avec lui-même. Inspiré de la psychanalyse, ce concept permet de décrire la vie psychique comme se construisant dans un rapport d'altérité et d'intersubjectivité avec une extériorité conflictuelle qui implique le travail de la psyché, défense, refoulement, répression pulsionnelle. Il renvoie ainsi, de manière consensuelle, à l'appareil psychique tel qu'il a été décrit par Freud pour rendre compte de la réalité du sujet. Ce terme de psychodynamique qualifie des conceptions généralement dérivées de la psychanalyse au sujet du fonctionnement psychique. Par conséquent, l'approche psychodynamique, en faisant du rapport du sujet à l'autre et au monde un rapport essentiellement de conflit et de confrontation, est un point de départ interprétatif crucial pour comprendre ce qui peut être en jeu dans le travail. Une psychologie clinique dynamique serait avant tout une étude de l'homme cherchant à résoudre ses conflits. Soyons plus précis. La psychologie clinique dynamique privilégie évidemment le sens intime sur le comportement et même la cognition. Elle s'intéresse avant tout à l'intériorité des sujets et surtout aux conflits conscients et inconscients qui s'y déploient, et ceci dès la naissance. Cette approche postule donc toute la complexité d'une construction subjective du sujet dans son rapport au monde. La psychologie clinique dynamique s'appuie sur la thèse selon laquelle le sujet, son fonctionnement mental, le déroulement des traitements sont marqués par une conflictualité inhérente à l'être humain habité dès sa naissance par des forces, de nature différente, qui s'opposent. Elle prend également en compte les interactions fantasmatiques, cognitives et sociales qui éclairent la compréhension des phénomènes en jeu. Elle sera néanmoins assimilée à la psychologie psychanalytique, c'est-à-dire à la psychodynamique qui repose sur le postulat qu'il existe des raisons conscientes mais surtout inconscientes à ces activités qui fonctionnent en même temps comme des causes.
1.1.1.2. La révélation d'un lien entre psyché et santé. Pour comprendre les enjeux du rapport entretenu par le sujet à son activité de travail, l'approche psychodynamique permet de poser des jalons innovants, car la rencontre entre un sujet et une situation de travail mobilise la singularité des modes de réaction individuels. En d'autres termes, la confrontation à la réalité du travail mobilise l'ensemble de la personnalité du sujet et est à l'origine de conflits qui surgissent à la faveur de la rencontre entre le sujet, porteur d'une histoire singulière, et les caractéristiques de sa situation de travail. Travailler signifie être confronté à des prescriptions, des procédures, du matériel ou des outils à manipuler, mais aussi une hiérarchie, des collègues qu'il va falloir apprendre à connaître et à interagir pour remplir l'objectif de production. Cet ensemble d'activités suppose des actes, mais aussi l'activité de la pensée du sujet. C'est donc en cela que l'exercice du travail s'accompagne inévitablement de la confrontation au réel, c'est-à-dire à ce qui résiste à la maîtrise, et pousse le sujet à penser et agir autrement que ce que l'organisation du travail a prévu. Travailler revient donc à combler le décalage entre ce qui est prescrit et l'activité réelle. Cette mobilisation de l'ensemble de la subjectivité ne peut jamais être prévue à l'avance, mais est réinventée quasiment à chaque fois. Les connaissances et les savoir-faire appris sont parfois totalement remaniés au cours même de l'activité de travail, et révèlent la part subjective du travail et son caractère vivant. Ce qui est désigné comme le travailler permet de mettre l'accent sur les processus psychiques sollicités dans le rapport avec le travail, et qui ne peuvent être réduits à l'activité du temps de travail officiel. Faire intervenir la notion d'interprétation psychodynamique permet de définir un paradigme et de formuler une vision précise du travail, en tant qu'activité participant à la construction du sujet par l'implication expérientielle de son corps et de son esprit, comme une expérience totale. Le développement des recherches en psychodynamique du travail a par la suite permis d'identifier que la souffrance est première et antérieure à elle expérience du travail, car le sujet a un corps et que par ce corps il éprouve affectivement la vie, à travers la souffrance, mais également le plaisir. Loin d'être pathogène, cette souffrance se trouve être à l'origine de la créativité et de l'ingéniosité individuelle. Par suite, l'expérience du travail est donc avant tout une expérience affective, à travers laquelle il s'agit d'endurer l'échec et d'être en mesure de se familiariser avec le réel pour acquérir une connaissance par corps de la machine, de l'outil ou de la matière à traiter. Cela signifie ainsi d'abord relater l'épreuve de la centralité d'un travail vivant, c'est-à-dire mobilisant l'ensemble de la subjectivité dans la mesure où l'apprentissage du monde passe par le corps et ses sens, avant d'être élaboré mentalement, opérant comme un déterminant de la personne car la rencontre avec le travail n'est jamais neutre mais sollicite l'ensemble de la subjectivité, c'est-à-dire à la fois le corps et la pensée du sujet. Même si les courants de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.